Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre ce 20h à la une de l'actualité. Suspension par la Cour suprême de l'élection du prochain maire de Dakar. Cela fait suite à la requête de l'ex-maire Barthélémy Diaz pour un sursis à exécution de la décision. Un processus à l'arrêt définitif est attendu ce lundi. L'État du Sénégal revoit à la baisse ses prévisions budgétaires sur 2026-2028. 1000 milliards de francs CFA sont attendus comme ressources issues d'un ajustement sur les coûts de fonctionnement du budget de l'État. Dans ce journal à suivre, les nouvelles projections sur l'exploitation du pétrole et du gaz. Le Sénégal espère récupérer plus de 200 milliards de francs CFA comme retour économique. Vous aurez les explications du ministre du Budget. Et puis sur l'international, l'ONU déclare officiel ce vendredi la famine à Gaza. 500 000 personnes se trouvent dans une situation catastrophique. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Sur l'élection du nouveau maire de Dakar, la Cour suprême a accédé ce vendredi à la requête de l'ex-maire de Dakar, Barthélémy Diaz, demandant un sursis à exécution de la décision du préfet de Dakar visant à organiser des élections pour son remplacement. En conséquence, le processus électoral est suspendu jusqu'à l'arrêt définitif attendu ce lundi. Et nous vous le disions en titre, le gouvernement du Sénégal vient de dévoiler ses nouvelles projections sur l'exploitation et la commercialisation du gaz et du pétrole, des chiffres en deçà des prévisions annoncées en 2021 dans le document de programmation budgétaire et économique 2026-2028. Le ministre des Finances espère un retour économique d'environ 227 milliards de nos francs sur les ressources pétrolières et gazières. Plus de détails avec Aminata Maresso. Dans le document de programmation budgétaire et économique 2026-2028, les prévisions tournent autour de 227 milliards de revenus sur l'exploitation du pétrole et du gaz sur une période de 3 années. Loin des prévisions sorties en 2021 et qui étaient estimées à 700 milliards de recettes pétrolières et gazières sur une année. Et toujours dans le document de programmation budgétaire et économique 2026-2028, les revenus ne devraient pas couvrir les 15% du service de la dette extérieure fixé à 1538 milliards de francs CFA en 2025. Le nouveau gouvernement table sur 61 milliards de francs CFA de recettes en 2026, 91 milliards de recettes pour 2027 et 73 milliards pour 2028. Ces chiffres sont tirés de la mise à jour des projections de recettes effectuées par le comité d'évaluation et de prévision des recettes d'hydrocarbures. En 2021, le Sénégal n'était pas encore en plein dans l'exploitation du pétrole et du gaz. Le pays se préparait à l'exploitation de ses ressources avec la tenue d'un conseil présidentiel qui avait permis la mise en place d'un projet de loi relatif à la gestion des recettes issues de l'exploitation du pétrole et du gaz. C'est en 2024 que le premier baril de pétrole a été extrait de Sangomar. C'était en juin 2024. Aminata Maresso, dans ce registre économique, le gouvernement du Sénégal a revu à la baisse ses prévisions budgétaires 2026-2028. 116 638,7 milliards de francs CFA sont prévus en termes de ressources contre 193 619 364,4 milliards de charges, soit un ajustement de 1000 milliards de francs CFA. Des arbitrages qui montrent une rationalisation des dépenses du fonctionnement de l'État, des projets d'industrialisation, d'infrastructures énergétiques et de digitalisation conservent leur enveloppe budgétaire pour la vision 2050 du projet. Et nous parlons de ce projet de loi, des 4 projets dès ce lundi à l'Assemblée nationale. La société civile salue la volonté de transparence relative à la réforme de l'OFNAC, à la déclaration de patrimoine, à la protection des lanceurs d'alerte et à l'accès à l'information. Toutefois, elle a formulé, la société civile, des recommandations transmises à la commission des lois pour un examen beaucoup plus inclusif. À cela, le collectif des organisations de la société civile a fait face à la presse. Compte rendu Ibrahima Khan et Modou Diop.
Après avoir passé au peigne fin les 4 projets de loi soumis à l'Assemblée nationale, le collectif des organisations de la société civile monte au créneau. Face à la presse, le collectif a salué la volonté de rupture en matière de gouvernance et de moralisation de la vie publique. Les projets de loi pourront renforcer la gouvernance publique et assurer un bon usage des deniers. La réforme de l'OFNAC et la déclaration de patrimoine, l'accès à l'information, la loi sur la protection des lanceurs d'alerte s'inscrivent dans la modernisation des instruments de gouvernance qui doivent s'aligner sur les meilleurs standards internationaux et les bonnes pratiques. Toutefois, en guise de contribution, le collectif des organisations de la société civile a formulé quelques recommandations écrites transmises à la commission des lois de l'Assemblée nationale. Objectif, améliorer les 4 projets de loi en question. Sur les lanceurs d'alerte, première recommandation, élargir le champ d'application des lanceurs de la future loi sur les lanceurs d'alerte aux menaces graves liées à la santé et à l'environnement. Prévoir et préciser les conditions de publication des déclarations de patrimoine. Deuxième recommandation, prévoir l'obligation et les conditions de la déclaration de patrimoine du président de la République en fin de mandat présidentiel. Rendre plus efficaces ces lois en perspective et renforcer la transparence dans l'action publique, c'est l'objectif de la société civile. Rappelons que l'Assemblée nationale est en session extraordinaire en vue d'examiner et d'adopter ces 4 projets de loi. Inscription sur les listes électorales dans la diaspora, certains dénoncent la forclusion, une période de révision tenue du 1er février au 31 juillet 2025 est manquée par Fatimata Diop qui a manqué donc ce processus. Cette dernière revient sur les difficultés de la procédure dans sa requête. La voici au micro de Al-Hassan Ba. Appris que le code électoral du Sénégal ne rend cela possible que dans 2 cas, en période d'élection ou en période de révision ordinaire. Pour 2025, le créneau qui m'intéressait se situait entre le 1er février et le 31 juillet. C'est donc forte de ces informations vérifiées que je me suis rendu au Consulat général du Sénégal à Paris le 17 juin de cette année. Malheureusement, je n'ai pu qu'exprimer mon étonnement quand le personnel de sécurité m'a refusé l'accès aux locaux du consulat sous prétexte que l'inscription sur les listes n'est possible, d'après leur dire, qu'en périodes électorales. Mes protestations n'ayant rien changé, j'ai décidé d'écrire à la consul générale, Madame Adama Fall, qui ne m'a jamais répondu. Je regrette d'avoir raté cette précieuse période de révision car je ne suis toujours pas inscrite sur les listes électorales. Je précise que mon cas n'est certainement pas isolé et nous avons constaté une différence de traitement en tant que citoyen membre de la diaspora sénégalaise. J'espère donc que mon intervention contribuera à faire évoluer les mentalités et je reste naturellement disponible pour planifier un rendez-vous me permettant enfin de poursuivre cette procédure d'inscription sur les listes électorales. Retour au Sénégal, le pays fait face à une menace croissante de nouvelles épidémies dans un contexte de raréfaction des ressources. Le ministre de la Santé met en place une nouvelle stratégie dénommée surveillance collaborative, un mécanisme qui permet de mutualiser les expertises de plusieurs ministères. Voici Dr Ibrahima Sy, le ministre de la Santé, au micro de Yaya Diallo. Nous avons eu 5 jours de travaux intenses où il y a eu 8 recommandations fortes qui ont été dégagées et une feuille de route pour voir comment aujourd'hui organiser une surveillance collaborative qui va permettre à l'ensemble des acteurs, chacun en ce qui lui concerne, d'apporter son expertise, d'apporter ses outils et ses méthodes pour que la riposte par rapport aux pandémies à venir soit mieux coordonnée, mais mieux efficace et plus performante par rapport aux objectifs de santé publique que le pays s'est fixé. Donc on va collecter à temps réel des données, analyser ces données-là et voir quelles sont les
les niveaux de riposte à mettre en place et aussi quel est le système d'alerte précoce qu'il faut développer et comment ce système d'alerte-là est mis en œuvre. Mais cela inclut aussi d'autres aspects. Ce n'est pas que la collecte des données, mais il y a les aspects laboratoires, il y a les aspects formation. Parce que souvent, comme il s'agit de détecter des maladies avec un certain nombre peut-être de virus, de bactéries et de parasites, il va falloir développer le réseau des laboratoires pour savoir un peu quelles sont les choses qui circulent et savoir comment organiser la riposte. Mais il y a l'aspect aussi formation, parce qu'il faut que les gens aient la capacité de développer la riposte. Cap à présent à la cité du Rail, Thiès est toujours sous les eaux. De nombreux quartiers sont inondés. À Kermam et Elhadji Baro Ndiéguène, les canaux d'évacuation d'eau pluviale sont bouchés. Les riverains sont très mécontents. Ils se prononcent au micro de Cheikh Anta Diop. J'étais sorti pour aller à l'hôpital pour amener le déjeuner à ma famille qui sont là-bas. Et du coup, j'ai vu que voilà, il y a toujours de l'eau comme ça a été dans les années précédentes. Comme vous pouvez le voir, si vous étiez venu ici, vous allez voir que depuis le rond-point, depuis la police centrale jusqu'au rond-point qui mène vers l'hôpital régional, c'est toujours la même situation. Nous vivons toujours les inondations à Thiès. Et voilà, ça crée énormément de dégâts matériels. Et heureusement que jusqu'à maintenant, on n'a pas encore enregistré voilà, des blessures ou perte de vue, quelque chose comme ça. Nous appelons l'État et toutes les autorités de la ville de Thiès à ce qu'ils posent des solutions. Donc on essaie de voir comment on va essayer de faire pour que Thiès soit débarrassé de ces situations, quoi. Parce que Thiès mérite plus que ça. Et j'ai fait le tour pour venir depuis Saint-Gap pour venir à Auchan. Je suis arrivé jusqu'au restaurant L'Escale, mais je ne peux plus arriver à cause de l'inondation. En tout cas, il y a beaucoup d'eau aujourd'hui. Après les fortes pluies et les effets de houle qui ont frappé Thiaroye-sur-Mer, la brigade régionale de l'hygiène de Dakar à la rescousse des sinistrés, une opération de désinfection a été organisée face aux maladies liées à la saison des pluies. Voici Ibrahim Ndiaye, chef de la brigade, au micro de Abdoulaye Patéane. Qui sont tombés au niveau de la région de Dakar, mais également le département de Pikine, surtout dans cette partie constituée par la commune de Thiaroye, donc de Thiaroye-sur-Mer, qui est un peu en proie à deux phénomènes. C'est d'abord cette importante pluie, mais également les effets liés un peu à l'avancée de la mer. Donc sur le plan purement santé, hygiène et assainissement, donc on se rend compte qu'il y a vraiment beaucoup de risques qui nécessitent l'intervention du service d'hygiène. Donc c'est pourquoi nous avons un peu décliné notre plan d'action. Donc les activités de visite à domicile, on est en train de sensibiliser un peu les ménages sur les bonnes pratiques d'hygiène antivectorielle et la désinfection. Ce qu'on appelle dans notre jargon les opérations techniques. Parce que comme vous le constatez, c'est des eaux qui sont chargées. Donc c'est des eaux qui sont mélangées également avec les eaux issues des fosses septiques. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment un environnement dans lequel il faut que le service d'hygiène puisse intervenir pour minimiser les risques. Et ce que nous allons mener plus tard, c'est de faire en sorte de doter donc, ces ménages de kits d'hygiène constitués. Les transformateurs de noix d'anacarde en formation face aux difficultés du secteur, le ministère du Commerce forme des acteurs pour plus d'autonomie. Ziguinchor, Sédhiou et Kolda ont bénéficié de cette session de formation suivant les explications du représentant du ministre du Commerce, Pape Morgueil. Il s'appelle au micro de Boubacar Diassi, Lamine Mandjan. De toutes les zones, je peux dire. Parce qu'il faut constater que depuis 2024, les unités sont en agonie. Beaucoup d'ailleurs ne fonctionnent plus, faute de matières premières, faute de la cherté et de la rareté également de ces matières premières-là. Les unités sont confrontées à des problèmes financiers. Du coup, ils ont des problèmes pour s'approvisionner. Donc, ils sont tous à l'arrêt. Et chose qui est vraiment déplorable. Et ce qu'il faut inciter, c'est à aller vers d'autres mesures qui peut-être vont capaciter les unités de transformation à ce qu'elles puissent déployer également leurs propres moyens pour pouvoir vraiment suivre les activités. Le problème de la logistique, c'est surtout par rapport à l'exportation. Peut-être nous, au niveau des transformateurs, c'est la difficulté de rallier la zone sud aux zones centre, parce qu'il y a vraiment les tracasseries au niveau de la navette
sud vers centre. Peut-être qu'entre-temps, peut-être le gouvernement va mettre des mesures pour pouvoir accompagner les unités qui sont au niveau des autres zones, de pouvoir vraiment s'approvisionner au sud. Parce que dans les autres localités, la matière première peut ne pas être vraiment en faveur de ces unités de transformation. Voilà, et la transition est toute trouvée pour parler de cette campagne agricole 2025. Plus de 350 000 plants fruitiers ont été distribués aux producteurs de la Casamance, un programme d'Agropole Sud financé par la Banque africaine de développement et la Banque islamique aux côtés de l'État du Sénégal. Objectif, contribuer à la souveraineté alimentaire et à la création d'emplois. C'est une correspondance signée Bakary Konté Halidjeme. La cérémonie de lancement de ce programme a eu lieu à Yangakunda, dans la commune de Bambali. 3500 producteurs de la Casamance vont bénéficier de ces 376 000 plants de mangui et d'anacardier. Cette activité contribue à l'appel des hautes autorités de l'État du Sénégal. En matière de reboisement, par rapport à la campagne de cette année, il y a la mangue qui fait partie de nos filières prioritaires. Il y a aussi la participation à la sécurité alimentaire, mais aussi par rapport à la création d'emplois pour les jeunes et aussi pour les populations de la localité. Nous attendons des bénéficiaires qu'ils entretiennent les plantes. Les producteurs se réjouissent de cet appui. Non, vraiment, tout a commencé en 2022. Vraiment, là, au moment où j'ai pris les premiers plans avec Agropole, les deuxième tranche, troisième année, et mon jardin est bien entretenu. C'est ça vraiment qui m'a vraiment poussé encore de prendre encore certaines pour augmenter la surface que j'avais emblavée. J'avais 4 hectares et ça a marché. Le sous-préfet de Djirédi Moussassi salue les grandes plantations faites par les populations et les invite à faire le suivi. C'est une grande fierté et ça montre quand même que vraiment le Boudié connaît l'importance de l'arbre. Et aujourd'hui, si vous prenez déjà à partir de Sédhiou, vous quittez Sédhiou pour aller à Bambali, ce qu'on appelle communément la zone de la grande plantation, c'est la zone de Tambanaba, Bayari jusqu'à Marokunda, mais c'est de très grandes plantations, c'est des manguiers, c'est toutes sortes d'arbres de fruitiers qui sont là. Donc là, je crois qu'ils ne se sont pas trompés en choisissant Yangakunda. 97 communes de la Casamance vont bénéficier de ce projet. Au total, 860 hectares seront plantés en mangui et 2900 en anacardier. Le Sénégal et la République de Guinée partagent leur expérience dans le domaine du dialogue social, unification des mouvements syndicaux et patronat, engagement des États vis-à-vis des travailleurs. C'est ce qu'a déclaré le président du Haut Conseil du dialogue social ce vendredi aux côtés de son homologue guinéen Vassi Momodou Lamine Dianté au micro de Dissa Préra Diafaraba. En termes de promotion du dialogue social, nous avons constaté également que aussi bien le CNDS que le Haut Conseil du dialogue social, nous avons tous une charte nationale sur le dialogue social, nous avons tous un pacte de stabilité que les mandats tripartites de la Guinée ont signé. Nous avons également eu l'occasion de visiter les mandats tripartites à travers les ministères en charge du dialogue social au Sénégal, notamment le ministère du Travail, de l'Emploi et des Relations avec des institutions avec M. Abbas Fall, et le ministère de la fonction publique et de la réforme du service public avec le ministre Olivier Boukal. Nous avons profité également de cette occasion pour rendre visite aux organisations syndicales de travailleurs. Mais également nous avons rencontré le patronat. Et au terme de cela, nous avons convenu, avant que les deux délégations ne se quittent, nous avons estimé qu'avant que les deux délégations ne se séparent, il faudrait que nous puissions avoir une résolution commune qui va gouverner notre compagnonnage. Et puis parlons de cette étude dans le secteur bancaire qui montre une nette amélioration des qualités de service. Cependant, la clientèle signale toujours des efforts à fournir quant à la mobilité bancaire, au taux d'intérêt et aux frais bancaires jugés élevés. Un renforcement de l'éducation financière est recommandé lors de l'atelier de restitution. Voici Pape Amadou Diagne, secrétaire exécutif de l'Observatoire au micro de Ndeye Matidjan et Modou Gueye. Entre 2022 et 2023, passant de 505
à 562. Ensuite, le nombre de GAP, de guichets automatiques, a augmenté, il faut le dire aussi, passant de 711 à 739. Le bilan bancaire a augmenté fortement. En 2013, il s'est établi à 13 900 milliards. Le nombre de crédits bancaires alloués aux clients a aussi fortement augmenté, s'établissant à 7 651 milliards. Donc les banques ont un réel apport dans l'économie. Maintenant, on a interrogé les clients pour leur demander quelle est votre perception par rapport aux banques. Donc c'est ça l'objet de cette enquête-là. Les clients sont satisfaits dans certains domaines, dans d'autres il y a des efforts à faire. Il y a la mobilité déjà des clients, c'est-à-dire un client qui veut quitter une institution pour aller vers une autre, il y a certains obstacles et justement on a tenu ici un séminaire en février pour adresser ces questions-là qui sont très importantes et il y a un comité de suivi qui est mis en place. Il y a l'éducation financière. On s'est rendu compte qu'une bonne partie des préoccupations est liée au fait que les clients n'ont pas assez d'informations. Heureusement, là aussi, le ministre des Finances et du Budget a lancé le mois passé le programme national d'éducation financière, qui est un programme sur 5 ans de 12 milliards et qui va nous permettre quand même d'adresser ces questions-là d'éducation financière. Bon, bien sûr, il y a la question du coût du crédit et des taux d'intérêt, mais ça, je peux vous dire que c'est valable dans plusieurs pays. Et nous sommes en train de les adresser justement. Et c'est la fierté du Sénégal à ce concours international de récital de Coran. Roi Abdelaziz Alioune Badara Diagne arrive 3e sur 128 candidats, un prix qui récompense les meilleurs élèves dans le domaine. Le lauréat du Sénégal est arrivé hier jeudi à Dakar, suivant les explications de Fadilou Diallo. Il est administrateur de la Fondation Sénico, au micro de Khadim Sissé. La Fondation Sénico adresse ses vives félicitations à notre champion international, Alioune Badara Diagne, qui a hissé très haut le drapeau du Sénégal. Il a participé à un concours international de récital du Saint-Coran en Arabie Saoudite. Il a remporté la 3e place sur un nombre total de 179 candidats qui ont représenté 128 pays. Le Sénégal est honoré aujourd'hui par son digne fils, Alioune Badara Diagne. Alioune Badara Diagne, un modèle pour les enfants, la jeunesse sénégalaise. C'était donc au micro de Fatima Diallo. Et nous parlons de cette actualité internationale. L'Organisation des Nations Unies a officiellement déclaré vendredi 22 août la famine à Gaza. La première a touché le Moyen-Orient après ses experts ont averti que 500 000 personnes se trouvaient dans un état catastrophique. Cette famine aurait pu être évitée sans l'obstruction systématique d'Israël, dénonce le cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire IPC. Un organisme de l'ONU basé à Rome a confirmé qu'une famine était en cours dans le gouvernorat de Gaza. L'IPC ajoute qu'elle devrait s'étendre au gouvernorat de Der el-Balad et Khan Younes d'ici à la fin septembre. Voilà qui met un terme à cette présente édition. Merci de l'avoir suivi. C'était une réalisation de Modoufal, Pierre Da Silva, Pape Maguette Diakhaté Fatima et Chimère. Merci de nous avoir suivis. Restez avec Ibrahima Kane qui reçoit son invité. Il s'agit de Abdoulaye Wilane. Bonne suite des programmes sur la télévision Leader. Au revoir.